Welcome to Learn Speak French Conversation. Why do the French like Marcel Pagnol? Pourquoi les Français aiment Marcel Pagnol? Listen to an excerpt from the news followed by an excerpt from the book La gloire de mon père, The Glory of My Father. Il fait partie des 50 auteurs français les plus étudiés à l'école, surtout du côté d'Aubagne. Qu'est-ce que vous aimez chez Marcel Pagnol? Les films. Tout, son écriture et ses paroles. Moi, j'aime sa langue. Un génie de l'écriture. Une Provence célèbre dans le monde entier, un pionnier du cinéma parlant, Marcel Pagnol est culte. Fils d'instituteur, Marcel Pagnol est très précoce. Il apprend à lire à 4 ans, écrit les premières lettres d'amour de son ami de collège Albert Cohen et ses premiers poèmes à 15 ans. D'abord professeur d'anglais à Paris, Marcel Pagnol va tout quitter pour sa vraie passion, le théâtre. Un homme très très indépendant et qui n'a pas hésité à casser les codes et à saisir sa chance, à tracer sa voie, bien souvent à l'encontre de la vie des autres. En 1928, sa première pièce Topaz, caricature d'un instituteur, connaît une gloire immédiate. Des moutons. Moutons. Même succès pour sa trilogie marseillaise, Marius, Fanny et César. Et le 4 avril 1946, c'est la consécration. Marcel Pagnol devient immortel. L'Académie française reçoit Marcel Pagnol, qui amène avec lui le goût du cinéma et une pointe d'accent marseillais. Des montagnes d'Aubagne, aux champs d'oliviers et de lavande, nul mieux que Marcel Pagnol n'a su compter la douceur du Sud, la famille et les souvenirs d'enfance. Grâce à lui, la Provence est célèbre dans le monde entier. Les Provençaux ne sont pas des rigolos, comme on le croit. Ils parlent d'une façon assez pittoresque, mais dans le fond, ce sont des gens assez mélancoliques. Emplis d'humanité, ces personnages inspirent de nombreux cinéastes. Claude Berry, Yves Robert et Daniel Auteuil. Ils parlent des gens simples, ils parlent de leurs préoccupations, de leurs drames, de leurs soucis, de leurs joies, avec un style unique, voilà. Mais ils parlent avec le cœur. Ma fille, c'est une fille perdue. Ma fille, maintenant, c'est la fille perdue. L'église de Manon, le puits de Rému, la ferme d'Angèle, une randonnée permet aujourd'hui de découvrir ces décors et leurs secrets de tournage. Quand tu tournes soi-disant une scène où il pleut, et qu'au fond, tu entends... C'était un peu problématique. Donc Marcel avait une technique. Il mettait un coup de fusil en l'air et les autres tapaient sur les arbres. Les cigales s'envolaient et ils avaient le silence entre 4 à 5 minutes. Marcel Pagnol, un homme qui ne cessa de se réinventer. Ses films populaires et audacieux ressortent en salle le 24 juillet. La gloire de mon père, de Marcel Pagnol. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une énorme tour de roches bleues, plantée au bord du plan de l'Aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de l'Uvaune. Mon père était le 5e enfant d'un tailleur de pierre de Valréas, près d'Orange. La famille y était établie depuis plusieurs siècles. D'où venait-il? Sans doute d'Espagne, car j'ai retrouvé dans les archives de la mairie des l'Espagnol, puis d'Espagnols. De plus, ils étaient armuriers de père en fils, et dans les eaux fumantes de l'Ouvèze, ils trempaient des lames d'épée, occupation comme chacun sait, noblement espagnole. Cependant, parce que la nécessité du courage a toujours été inversement proportionnelle à la distance qui sépare les combattants, les tromblons et les pistolets remplacèrent bientôt les espadons et les colichemardes. C'est alors que mes aïeux se firent artificiers, c'est-à-dire qu'ils fabriquèrent de la poudre, des cartouches et des fusées. L'un d'eux, un arrière-grand-oncle, jaillit un jour de sa boutique à travers une fenêtre fermée dans une apothéose d'étincelles, entourée de soleils tournoyants. Mais sur sa joue gauche, la barbe ne repoussa plus. C'est pourquoi jusqu'à la fin de sa vie, on l'appela Lourousti, c'est-à-dire le rôti.
C'est peut-être à cause de cet accident spectaculaire que la génération suivante décida, sans renoncer aux cartouches ni aux fusées, de ne plus les garnir de poudre, et ils devinrent cartonniers, ce qu'ils sont encore aujourd'hui. Voilà un bel exemple de sagesse latine. Ils répudièrent d'abord l'acier, matière lourde, dure et tranchante, puis la poudre, qui ne supporte pas la cigarette, et ils consacrèrent leur activité au carton, produit léger, obéissant, doux au toucher, et en tout cas non explosible. Cependant, mon grand-père, qui n'était pas monsieur l'aîné, n'hérita pas de la cartonnerie, et il devint, je ne sais pourquoi, tailleur de pierre. Il fit donc son tour de France, et finit par s'établir à Valréas, puis à Marseille. Son autorité sur ses enfants avait été redoutable, ses décisions sans appel. Mais ses petits-enfants tressaient sa barbe ou lui enfonçaient dans les oreilles des haricots. Il me parlait parfois très gravement de son métier, ou plutôt de son art, car il était maître appareilleur. Il n'estimait pas beaucoup les maçons. « Nous, disait-il, nous montions des murs en pierre appareillée, c'est-à-dire qui s'emboîtent exactement les unes dans les autres, par des tenons et des mortaises, des embrèvements, des queues d'aronde, des traits de Jupiter. Bien sûr, nous coulions aussi du plomb dans les rainures pour empêcher le glissement, mais c'était incrusté dans les deux blocs et ça ne se voyait pas. Tandis que les maçons y prennent les pierres comme elles viennent, et y bouchent les trous avec des paquets de mortier. Un maçon, c'est un noyeur de pierres, et il les cache parce qu'il n'a pas su les tailler. » Dès qu'il avait un jour de liberté, c'est-à-dire 5 ou 6 fois par an, il emmenait toute la famille déjeuner sur l'herbe, à 50 mètres du pont du Gard. Pendant que ma grand-mère préparait le repas et que les enfants pataugeaient dans la rivière, il montait sur les tabliers du monument, prenait des mesures, examinait des joints, relevait des coupes, caressait des pierres. Après le déjeuner, il s'asseyait dans l'herbe, devant la famille en arc de cercle, en face du chef-d'œuvre millénaire, et jusqu'au soir, il le regardait. C'est pourquoi 30 ans plus tard, ses fils et ses filles, au seul nom du pont du Gard, levaient les yeux au ciel et poussaient de longs gémissements. Cet homme habile n'avait reçu qu'une instruction sommaire. Il savait lire et signer, mais rien de plus. Il en souffrit secrètement toute sa vie, finit par croire que l'instruction était le souverain bien, et il s'imagina que les gens les plus instruits étaient ceux qui enseignaient les autres. Il se saigna donc aux 4 veines pour établir ses 6 enfants dans l'enseignement, et c'est ainsi que mon père, à 20 ans, sortit de l'école normale d'Aix-en-Provence et devint instituteur public. Les écoles normales primaires étaient à cette époque de véritables séminaires, mais l'étude de la théologie y était remplacée par des cours d'anticléricalisme. On laissait entendre à ces jeunes gens que l'Église n'avait jamais été rien d'autre qu'un instrument d'oppression, et que le but et la tâche des prêtres, c'était de nouer sur les yeux du peuple le noir bandeau de l'ignorance, tout en lui chantant des fables infernales ou paradisiaques. La mauvaise foi des curés était d'ailleurs prouvée par l'usage du latin, langue mystérieuse, et qui avait pour les fidèles ignorants la vertu perfide des formules magiques. La papauté était dignement représentée par les 2 Borgia, et les rois n'étaient pas mieux traités que les papes. Ces tyrans libidineux ne s'occupaient guère que de leurs concubines quand ils ne jouaient pas au bilboquet. Pendant ce temps, leurs suppôts percevaient des impôts écrasants qui atteignaient jusqu'à 10% des revenus de la nation. C'est-à-dire que les cours d'histoire étaient élégamment truqués dans le sens de la vérité républicaine. Je n'en fais pas grief à la République. Tous les manuels d'histoire du monde n'ont jamais été que des livrets de propagande au service des gouvernements. Les normaliens frais et moulus étaient donc persuadés que la Grande Révolution avait été une époque idyllique, l'âge d'or de la générosité et de la fraternité poussée jusqu'à la tendresse. En somme, une explosion de bonté. Je ne sais pas comment on avait pu leur exposer, sans attirer leur attention, que ces anges laïcs, après 20 000 assassinats suivis de vols, s'étaient entre-guillotinés eux-mêmes. Cependant, les études de ces normaliens ne se bornaient pas à l'anticléricalisme et à l'histoire laïcisée. Il y avait un 3e ennemi du peuple, et qui n'était point dans le passé, c'était l'alcool. De cette époque date l'Assommoir et ses tableaux effrayants qui tapissaient les murs des classes.
On y voyait des foies rougeâtres, et si parfaitement méconnaissables à cause de leur boursouflure verte et de leur étranglement violacé qui leur donnait la forme d'un topinambour. Mais pour éclairer ce désastre, l'artiste avait peint au beau milieu du tableau le foie appétissant du bon citoyen, dont la masse harmonieuse et le rouge triomphal permettaient de mesurer la gravité des catastrophes circonscrites. Les Normaliens, poursuivis jusque dans les dortoirs par cet horrible viscère, sans parler d'un pancréas en forme de vis d'Archimède et d'une aorte égayée de hernie, étaient peu à peu frappés de terreur et la seule vue d'un verre de vin leur donnait des frissons de dégoût. La terrasse des cafés, à l'heure de l'apéritif, leur paraissait une assemblée de candidats au suicide. Ils pensaient que ces malheureux verraient bientôt des rats grimper au mur, ou qu'ils rencontreraient des girafes sur le cours Mirabeau, et l'on citait le cas d'un violoniste de grand talent, réduit à jouer de la mandoline à cause d'un tremblement spasmodique, dû au fait que sa moelle épinière trempait dans un bain de vermouth cassis. Mais ce qu'il haïssait le plus farouchement, c'étaient les liqueurs dites digestives, les bénédictines et les chartreuses avec privilège du roi, qui réunissaient dans une trinité atroce l'Église, l'alcool et la royauté. Au-delà de la lutte contre ces trois fléaux, le programme de leurs études était très vaste et admirablement conçu pour en faire les instructeurs du peuple, qu'ils pouvaient comprendre à merveille car ils étaient presque tous fils de paysans ou d'ouvriers. Ils recevaient une culture générale sans doute plus large que profonde, mais qui était une grande nouveauté. Et comme ils avaient toujours vu leur père travailler 12 heures par jour, dans le champ, dans la barque ou sur l'échafaudage, ils se félicitaient de leur heureux destin parce qu'ils pouvaient sortir le dimanche, et qu'ils avaient 3 fois par an des vacances qui les ramenaient à la maison. Alors le père et le grand-père, et parfois même les voisins, qui n'avaient jamais étudié qu'avec leurs mains, venaient leur poser des questions, et leur soumettre de petites abstractions dont jamais personne au village n'avait pu trouver la clé. Ils répondaient, les anciens écoutaient, gravement, en hochant la tête. C'est pourquoi pendant 3 années, ils dévoraient la science comme une nourriture précieuse dont leurs aïeux avaient été privés. À la fin de ces études, il fallait affronter le brevet supérieur, dont les résultats prouvaient que la promotion était parvenue à maturité. Alors, par une sorte de déhiscence, la bonne graine était projetée aux 4 coins du département pour y lutter contre l'ignorance, glorifier la République et garder le chapeau sur la tête au passage des processions. Après quelques années d'apostolat laïque dans la neige des hameaux perdus, le jeune instituteur glissait à mi-pente jusqu'au village, où il épousait au passage l'institutrice ou la postière. Puis il traversait plusieurs de ces bourgades dont les rues sont encore en pente, et chacune de ces haltes était marquée par la naissance d'un enfant. Au 3e ou au 4e, il arrivait dans les sous-préfectures de la Plaine, après quoi il faisait enfin son entrée au chef-lieu, dans une peau devenue trop grande, sous la couronne de ses cheveux blancs. Il enseignait alors dans une école à 8 ou 10 classes et dirigeait le cours supérieur, parfois le cours complémentaire. On fêtait un jour solennellement ses palmes académiques. 3 ans plus tard, il prenait sa retraite, c'est-à-dire que le règlement la lui imposait. Alors, souriant de plaisir, il disait « Je vais enfin pouvoir planter mes choux ». Sur quoi il se couchait et il mourait. C'est parce que mon père était sorti lui aussi dans un bon rang que la déhiscence de la promotion ne l'avait pas projeté trop loin de Marseille et qu'il était tombé à Aubagne. C'était une bourgade de 10 000 habitants, nichée sur les coteaux de la vallée de l'Uvaune et traversée par la route poudreuse qui allait de Marseille à Toulon. Mon père, qui s'appelait Joseph, était alors un jeune homme brun, de taille médiocre sans être petit. Il avait un nez assez important, mais parfaitement droit et fort heureusement raccourci aux 2 bouts par sa moustache et ses lunettes, dont les verres ovales étaient cerclés d'un mince fil d'acier. Sa voix était grave et plaisante, et ses cheveux, d'un noir bleuté, ondulaient naturellement les jours de pluie. Il rencontra un dimanche une petite couturière brune qui s'appelait Augustine, et il la trouva si jolie qu'il l'épousa aussitôt. Je n'ai jamais su comment ils s'étaient connus, car on ne parlait pas de ces choses-là à la maison. D'autre part, je ne leur ai jamais rien demandé à ce sujet, car je n'imaginais ni leur jeunesse, ni leur enfance. Ils étaient mon père et ma mère,
de toute éternité et pour toujours. L'âge de mon père, c'était 25 ans de plus que moi, et ça n'a jamais changé. L'âge d'Augustine, c'était le mien parce que ma mère, c'était moi, et je pensais dans mon enfance que nous étions nés le même jour. De sa vie précédente, je sais seulement qu'elle fut éblouie par la rencontre de ce jeune homme à l'air sérieux, qui tirait si bien aux boules et qui gagnait infailliblement 54 francs par mois. Elle renonça donc à coudre pour les autres et s'installa dans un appartement d'autant plus agréable qu'il touchait à l'école et qu'on n'en payait pas le loyer. Dans les mois qui précédèrent ma naissance, comme elle n'avait que 19 ans et elle les eut toute sa vie, elle conçut de graves inquiétudes et déclara en sanglotant que son bébé ne naîtrait jamais parce qu'elle sentait bien qu'elle ne savait pas le faire. Mon père essaya de la raisonner, mais alors elle disait furieuse « Quand je pense que c'est toi qui m'as fait ça !» et elle fondait en larmes. Quand le survenant se mit à bouger, elle eut des accès de fou rire entre deux crises de sanglots. Effrayé par ce comportement déraisonnable, mon père appela au secours sa sœur aînée. C'était elle qui l'avait élevée. Elle était naturellement directrice d'école à La Ciotat et célibataire. La grande sœur fut tout à fait ravie et décida qu'il fallait sur le champ installer ma mère chez elle, sur le bord de la mer Latine, ce qui fut fait le soir même. On m'a dit que Joseph en fut charmé et qu'il profita de sa liberté pour conter Fleurette à la boulangère, dont il mit en ordre la comptabilité. Voilà une idée déplaisante et que je n'ai jamais acceptée. Pendant ce temps, la future maman se promenait le long des plages sous le tendre soleil de janvier, en regardant au loin les voiles des pêcheurs qui partaient à 3 heures vers le soleil couchant. Puis près du feu où sifflotait la flamme bleue des souches d'olivier, elle tricotait le trousseau de sa bondissante progéniture, tandis que la tante Marie ourlait des langes en chantant d'une jolie voix claire « Sur le brick léger que le flot balance, quand la nuit étend son grand voile noir. » Elle était maintenant rassurée, d'autant que son cher Joseph venait tous les samedis sur la bicyclette du boulanger. Il apportait des croquants aux amandes, des tartes à la frangipane et un sachet de farine blanche pour faire des crêpes ou des beignets, ce qui prouve bien que la boulangère n'avait pas à se plaindre de lui. Ces gâteries, ce long repos et l'air salubre de la douce Méditerranée transformèrent la jeune Augustine. Elle avait pris de belles couleurs, et il paraît qu'elle chantait tous les matins dès son réveil. Tout s'annonçait donc le mieux du monde, lorsqu'au petit matin du 28 février, elle fut réveillée par quelques douleurs. Elle appela aussitôt la tante Marie qui décréta que ce n'était rien, puisque le docteur avait annoncé la naissance d'une fille pour la fin du mois de mars. Puis elle ralluma le feu pour mettre en route une tisane, mais la patiente affirma que les docteurs n'y comprenaient rien et qu'elle voulait retourner tout de suite à Aubagne. « Il faut que l'enfant naisse à la maison, il faut que Joseph me tienne la main. Marie, Marie, partons vite, je suis sûr qu'il veut sortir. » La douce Marie essaya de la calmer avec du tilleul et des paroles. La passoire à la main, elle déclara que si l'événement se confirmait, elle irait en informer le poissonnier qui descendait chaque jour à Aubagne vers les 8 heures et que Joseph viendrait aussi vite que le vent sur la machine à pédales. Mais Augustine repoussa la tasse à fleurs et se tordit les mains en pleurant à grosses larmes. Alors la tante Marie alla frapper au volet d'un voisin qui possédait un boguet et un petit cheval. C'était une époque bénie où les gens se rendaient service, il n'y avait qu'à demander. Le voisin attela son cheval, la tante enveloppa Augustine dans des châles, et nous voilà partis au petit trot, tandis que sur la crête des collines, la moitié d'un grand soleil rouge nous regardait à travers les pins. Mais en arrivant à la baie d'Oule, qui est tout juste à mi-chemin, les douleurs recommencèrent, et la tante à son tour s'affola. Elle serrait dans ses bras ma mère emmitouflée et lui donnait des conseils. « Augustine, disait-elle, retiens-toi. » Mais Augustine, toute pâle, ouvrait des yeux noirs énormes et transpirait en gémissant. Heureusement, nous avions franchi le col et la route descendait sur Aubagne. Le voisin desserra son frein, qu'on appelait la mécanique, et fouetta le petit cheval qui n'eut qu'à se laisser emporter par le poids de l'équipage. Nous arrivâmes tout juste à temps, et Madame Négrel, la sage-femme, vint en hâte délivrer ma mère, qui avait enfin planté ses ongles dans le bras puissant de Joseph.